je suis passé de France Télécom à des opérateurs américains. Pour finir chez Verizon, pour pas les citer, j'ai entendu via Rémi que maintenant Verizon faisait partie de la L'Oréal Alliance, donc la boucle est bouclée. Et donc j'ai rejoint Netmore en 2022 dans un contexte un peu particulier, mais que je vais vous expliquer. Alors on va passer plutôt à de la connectivité, donc on va descendre un petit peu dans les couches. Mais pour vous expliquer qui est Netmore, Netmore c'est un opérateur suédois, donc qui est basé à Stockholm. Alors beaucoup de chiffres sur le slide, mais quand j'ai rejoint Netmore, on était 6 pays, une cinquantaine de personnes. Et depuis récemment, maintenant, on était un opérateur plutôt européen. Avec, je crois que le dernier pays avant la France, c'était le Royaume-Uni qui venait de s'ouvrir. Et maintenant, on est un opérateur mondial, puisqu'on a racheté au mois de février la société CNET, qui est un opérateur américain et même qui s'étend, on va dire, même en Asie, y compris en Inde, enfin dans plein de pays que j'imaginais pas au début, mais donc c'est une opportunité extraordinaire pour nous, évidemment. On a derrière des gens qui investissent beaucoup, donc c'est la société ou le fonds d'investissement Polar Structure. Alors qu'ils croient, ils croient plus que croire en nous. Ils se sont vraiment, on a un fan club derrière qui investit énormément dans la société. Et donc voilà, on est un peu partout maintenant dans le monde. En fait, quand j'ai rejoint la société, je pose toujours la question de dire ok, on est un opérateur, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un opérateur et un autre? Et j'ai vu en fait cette différence, c'était vraiment l'agilité à tous les niveaux, c'est-à-dire que l'agilité dans les équipes, les capacités de réponse pratiquement immédiate sur des sujets d'ingénierie, de contrats, de modèles, etc. L'agilité aussi de la manière dont on adresse les marchés, donc passer au travers faire des partenariats avec des intégrateurs de solutions, avec des fabricants, il y a vraiment un écosystème extraordinaire qu'on utilise à plein, et aussi l'agilité. Et ça, j'ai vu ça dans d'autres pays, et maintenant je le vois en France, c'est l'agilité du déploiement et de la couverture. Et je vais y revenir parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions certainement sur la manière dont on est arrivé en France. Et d'ailleurs, je vais parler de la France plus particulièrement. Donc je vous ai dit, j'ai rejoint Netmore en 2022. Dans un contexte très particulier du LoRaWAN à l'époque où un opérateur avait décidé finalement d'arrêter la technologie. Et donc le board de Netmore qui voulait investir en France, puisque la France est quand même, avec le Royaume-Uni, les deux plus gros marchés du LoRa, enfin de l'IoT et du LoRa en particulier en Europe. Et donc cette opportunité s'est offerte à nous. On l'a prise pour finalement conclure ce deal, on va dire, en novembre de l'année dernière. Et effectivement, depuis le mois de novembre,
on est en train d'intégrer, donc on est dans une phase de consolidation, d'intégration de tous les réseaux, enfin des réseaux LoRa évidemment, des clients existants et des nouveaux clients qui ont décidé de nous rejoindre. Donc c'est dans ce contexte, pardon, où on arrive en France. J'imagine que je vais avoir des questions sur et ma couverture et qu'est-ce qui se passe et voilà. Donc, mais je suis prêt. Je suis prêt à y répondre. On a plusieurs offres et je vais passer aussi sur les cas d'usage. Je remercie d'ailleurs Rémi d'avoir fait tout cet effort pédagogique sur le LoRa. Ça me permet d'y aller directement. On a plusieurs offres. On a d'abord ce qu'on appelle Network as a Service, c'est la connectivité pure, réseau public. Donc sur tous les pays où on est. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le monde entier, on a un seul cœur de réseau. Donc ce seul cœur de réseau gère la totalité des objets. On a déjà eu beaucoup de questions de clients qui s'étonnaient qu'un objet qu'ils avaient provisionné sur un pays communique avec notre réseau. Donc finalement, ça a prouvé à quel point c'était fort. Donc encore une fois, un seul cœur de réseau, quel que soit le pays dans le monde. Donc cette connectivité publique, on l'étend pour tout ce qui est utility, c'est-à-dire le cycle, les entreprises qui gèrent le cycle de l'eau. On peut inclure cette connectivité directement au niveau du device. Donc, mais je reviendrai là-dessus. On a un cas d'usage assez intéressant, notamment dans la détection de fuite. Dont Rémi a parlé, et bien sûr au travers d'intégrateurs de systèmes, dont bien sûr Vertical M2M fait partie, et on offre cette possibilité. On voit aussi en France quelque chose, des modèles qui se dessinent et qui sont vraiment différent de ce qui se passe dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on est typiquement intégrateur de solutions, on vend les compteurs d'eau, on vend la plateforme, etc. En France, c'est différent. C'est un monde qui est basé sur un écosystème existant très fort, et ce qu'on voit, c'est que sur des réponses d'appels d'offres, sur des communautés, ces communautés, effectivement, comme Rémi l'avait dit, veulent avoir leur propre réseau. Et donc, nous, ce qu'on apporte, en plus de la connectivité publique, c'est sur cette connectivité ou cette gestion de réseau privé. On peut mettre notre couche de service, notre LNS, LoRaWAN Network Server, pour aller gérer ces plateformes. Donc c'est plateforme as a service. Ça peut être effectivement des collectivités locales, des villes, des régions, des départements. On travaille beaucoup aussi avec des départements qui sont intéressés par notre solution. Et également des opérateurs, c'est-à-dire que par exemple vous avez en Autriche un opérateur qui s'appelle Sense qui a décidé de migrer la totalité de ces objets et de ces gateways sur le réseau de Netmore. Voilà. Donc effectivement ça nous permet aussi d'avoir une couverture publique étendue dans d'autres pays. On a des accords de roaming, par exemple, avec Swisscom et je crois en Finlande avec... j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Digita, merci. Heureusement, Rémi est là pour m'aider. Non, mais j'ai une excuse, ça fait 2 ans que je suis dans ce monde-là, donc il me faut encore un petit peu de temps, mais j'y arriverai.
Mais voilà, on a ces deux offres. Et effectivement, ce qui est aussi important dans cet écosystème, c'est que les distributeurs jouent un rôle clé dans la distribution de nos services. Encore une fois, on est une équipe, une petite équipe en France. On est une dizaine de personnes, j'en ai peut-être pas parlé. Une équipe commerciale, une équipe technique, une équipe service qui ne peut pas gérer la totalité effectivement des cas d'usage. Et on utilise effectivement beaucoup cette distribution. Et j'en suis ravi parce que je viens effectivement du monde de la distribution et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je comprends très très bien. Et c'est très très adapté aussi à cette technologie et à ces cas d'usage. Je vais peut-être parler des cas d'usage d'ailleurs, puisque c'était une question que Maurice m'avait posée. Alors, nous, ce qui nous intéresse en tant qu'opérateur, c'est d'avoir un marché de volume. Donc ce marché de volume, il va être apporté par des délégations de services publics du comptage. Soyons clairs. À l'origine aussi, ce qui est important, c'est qu'on est un opérateur à l'origine suédois. Donc en Suède, effectivement, on est un des premiers opérateurs IoT et LoRaWAN en particulier. Deux cas d'usage principaux, le comptage et chauffage urbain, réseau de chaud, réseau de froid, qui est très très développé dans tous les pays nordiques et qui nous amène effectivement ces cas d'usage très, très particuliers avec des sondes de température, des sondes de pression, des sondes de détection de fuite, etc., en plus de ce comptage. Donc en France, effectivement, on va essayer d'adresser les opérateurs privés avec ces délégations de services publics. Les communautés, les municipalités qui ont décidé de déployer leur propre réseau. Donc on va pouvoir vendre les gateways, mettre notre LNS ou notre cœur de réseau sur ces gateways et fournir une connectivité et des cas d'usage à ces municipalités. On commence en général par le comptage. On va après dans effectivement l'éclairage public. On peut aller dans pas mal d'autres solutions, mais je veux dire, a priori, on commence toujours par le comptage. En termes d'autres cas d'usage, la GTB-GTC évidemment, donc on a des clients existants qui nous rejoignent. Voilà, ils sont cités sur le slide d'Alkia pour ne pas les nommer, mais qui ont besoin d'avoir une couverture à la fois publique et privée au travers d'une couverture à la demande pour adresser leurs propres besoins, les besoins de leurs clients. J'allais dire, dans une moindre mesure, on peut faire effectivement du tracking. On a des exemples assez précis, puisqu'on a une société qui s'appelle Tagger, qui est suédoise également, et qui adresse des cas d'usage bien particuliers pour une société qui est une filiale de Loxam, qui s'appelle Ramirent, qui en fait va traquer en fait, ou mesurer l'utilisation et la localisation des objets qu'elle loue à des entreprises de travaux publics. Et ça, on le voit aussi comme un partenariat, parce que cette société Ramirent aussi héberge nos gateways sur leurs magasins. Ils ont des magasins un peu partout en Scandinavie.
et donc contribue en fait à étendre notre couverture publique. D'autres cas d'usage aussi, on a fait un essai avec la société Séverin qui pose des détecteurs acoustiques de détection de fuite. Enfin, il y a 2 fois détecteur là-dedans. Détection de fuite, c'est déjà pas mal. Acoustique. Et on a prouvé effectivement que sur une ville, ça fonctionnait merveilleusement bien. Et donc on a la possibilité aussi avec Séverin d'inclure directement notre connectivité dans l'objet lui-même. Donc dès la mise en service, cet objet, ou en tout cas ce détecteur, sera sur le réseau Netmore. Je vais finir peut-être d'autres cas d'usage plus industriels dans la logistique. Alors j'ai pas le droit de citer le client malheureusement. C'est un client qui fait des voitures, bon, voilà, mais qui a des usines un petit peu partout en Europe et dans le monde, et qui est intéressé alors à la fois par notre agilité, encore une fois, mais également par le fait qu'on puisse installer aux États-Unis, en Amérique du Sud, un peu partout dans le monde, sur le même cœur de réseau, et quelle que soit la fréquence. Parce que la fréquence, je me tourne vers Rémi, on n'est pas en 868 sur le continent américain, on est en 915. Et c'est trop technique pour moi, mais je sais que certains cœurs de réseau ne le gèrent pas, mais nous, on le gère. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre valeur ajoutée aussi. Et ça permet, enfin là, c'est assez technique, mais ça permet effectivement même de gérer de la logistique entre continents pour des grandes sociétés ou des grandes entreprises industrielles et manufacturières, on va dire. Donc voilà. Alors ça, c'est trop technique, ça. Je ne veux pas finir quand même par ça, parce que c'est... Bon, mais c'est un cœur de réseau, Laura, voilà. Mais... ce qu'il faut retenir de ça, c'est que y a un seul cœur de réseau. Ce cœur de réseau gère la totalité des gateways, des objets, quelle que soit la fréquence, quel que soit le continent. Et ça nous permet effectivement de... Alors on a aussi, ce qui est important aussi à voir, c'est qu'on a une expérience extrêmement forte dans la migration des réseaux. Si on parle de notre situation actuelle en France, où on migre un réseau existant, c'est pas la première fois qu'on le fait, c'est la 10e ou la 12e fois qu'on le fait depuis qu'on existe en 2000. On a commencé en 2010, j'ai oublié de le dire, mais c'est quelque chose qu'on fait de manière générale assez vite et qu'on maîtrise de toute façon. Donc juste pour revenir et pour résumer cette présentation, moi ce qui m'intéresse énormément en fait dans l'écosystème, ce sont les partenariats que je vais conclure et qui vont être le plus proche du client. C'est-à-dire que moi, tout seul, de toute façon, je ne suis rien. Je suis de la connectivité. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la connectivité, c'est le cas d'usage qu'il y a derrière. Et il y a des partenariats avec des intégrateurs de solutions, avec des fournisseurs de plateformes, avec des je cherche le nom, excusez-moi, mais des gens qui vont fabriquer des manufacturiers ou des gens qui vont fabriquer les capteurs, de m'intégrer dans cet écosystème, c'est extrêmement important pour moi, et c'est comme ça que je vais me développer en France. L'équipe aussi, elle est très forte. Ce sont des experts dans le LoRa, beaucoup mieux calés que moi.
j'espère, et qui eux ont des années et des années d'expérience dans le LoRa et dans les gateways, dans les objets. Enfin, ils savent de quoi ils parlent, ils ont cette expérience. Et derrière, ce que je vais finir par ce que j'ai dit au début, c'est notre agilité. C'est-à-dire qu'on a les investissements nécessaires pour aller déployer le réseau, pour aller déployer le réseau là où sont les besoins de nos clients, et pour optimiser la stratégie de couverture de nos clients avec des SLA forts. Parce que quand on se retrouve avec des... voilà, vous voyez Veolia sur le slide précédent. Excusez-moi, voilà. Veolia a des objectifs très forts vis-à-vis de leur délégation, enfin, vis-à-vis de la délégation de services publics, de couverture et des pénalités fortes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire en sorte de les supporter, de les aider dans ces déploiements, et de faire en sorte que, effectivement, nous, on ne paye pas de pénalité, eux ne payent pas de pénalité, et que le client final soit content et ait ce service et ait cette valeur ajoutée qui leur permettra d'optimiser les réseaux d'eau, de détecter les fuites, etc. J'espère que j'ai été à peu près... C'est toujours difficile d'être le dernier. Ah non, c'est pas difficile, c'est un honneur. Donc, merci Arnaud pour cette présentation. Je t'en prie. Ouais. Alors moi, je vais commencer, je me permets, par poser une question, parce que tu en as parlé rapidement, mais tu l'as un peu évacué. Il y avait la question entre Obgenius et Netmore, finalement. C'est quoi l'histoire et qu'est-ce que tu peux partager sur le sujet? Parce qu'en fait, il y a une question qui se pose aussi, je pense, c'est de comprendre, ça va être quoi la couverture cible? Alors on a compris qu'il y avait une démarche aussi opportuniste en fonction des opportunités de projet, etc. Oui. Mais Day One, c'est-à-dire à partir du moment où ce réseau Obgenius sera arrêté et que Netmore aura repris une partie de ses actifs, comment ça va se dérouler pour un client qui serait intéressé et qui voudrait savoir si, par exemple, ces capteurs, ces sites sont couverts? Disons que notre stratégie, c'est pas forcément d'être un opérateur. On aura des gateways un peu partout en France. Mais c'est pas d'être un opérateur qui va couvrir 99% de la population, plutôt de cibler vraiment là où sont... Quand je parle de nos marchés cibles, ce sont des marchés bien identifiés. Je parlais du tracking. Le tracking, c'est peut-être pas forcément notre cas d'usage. Voilà, exactement. Le tracking, on pourra en faire. Mais ça viendra dans un deuxième temps. Là, on va vraiment cibler nos marchés, on va cibler là où sont nos clients et on va déployer avec nos moyens. Je parlais de l'agilité. Pour donner une idée, on a, en termes de déploiement, on a une machine de guerre derrière nous. C'est-à-dire que on a des résultats, par exemple, au Royaume-Uni, où on est capable de déployer 200 gateways publics en un mois. Donc ça nous permet d'éviter effectivement déjà de rassurer nos clients et de dire on est capable de déployer à cette vitesse et bien avant, puisqu'en fait si on parle de Obgenius, au 31 décembre 2024, ils arrêtent. Shutdown, voilà, exactement. Donc, nous, effectivement, on a notre challenge, c'est d'aller effectivement convaincre nos clients de déployer. Et bien avant le 31, on va pas faire beaucoup de choses au 20 décembre 2024, donc il faudra qu'on soit prêt bien avant. Et on aura déployé d'ici là notre réseau cible. Donc, pour résumer, effectivement, la phase de consolidation à l'heure actuelle, elle est de déployer
à marche forcée pour nos clients, sur les marchés de nos clients, avec nos méthodes et cette agilité dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, il y aura une carte quand même, malgré tout. Elle existe, elle est sur le site de Netmore. Et je pourrais la partager, bien entendu. Les gateways, elles sont déjà localisables ? Les gateways, oui, absolument. Oui. On a une carte de couverture. Alors, cette carte de couverture, elle correspond à l'heure actuelle au réseau migré et on ajoute au fur et à mesure les nouveaux sites qu'on met sur la carte. Absolument. C'est pas une question piège, c'est une question un tout petit peu piquante peut-être, mais en tout cas c'est une question de marché, parce que je profite aussi du fait que Netmore a une vision européenne. C'est ce midi, on parlait des déploiements au niveau des villes, au niveau des départements et autres, et en Allemagne c'est beaucoup le The Things Networks du communautaire qui s'est déployé. Et alors qu'en France, on voit un phénomène aujourd'hui avec tous les appels d'offres qui sortent. On est sur des déploiements locaux de réseaux LoRaWAN. Et comment se fait-il que ces acteurs-là ne veuillent pas aujourd'hui bénéficier du déploiement qui a déjà été fait quasi nationalement? Parce que même si c'est ciblé, il y a plein de villes ou de départements où il y a des déploiements aujourd'hui de comptage qui sont déjà couverts. Voilà. Donc, Netmore ne repart pas de rien. Comment se fait-il que, malgré cela, ces entités, ces syndicats numériques, ces villes, ces départements, veulent absolument déployer leur réseau en propre? Je pense qu'il y a eu un phénomène autour du LoRaWAN, justement en 2022, avec ces annonces où on disait... dans l'esprit des gens, le LoRaWAN c'était fini, on passait à autre chose, etc. Le LoRaWAN opérait, oui, effectivement. Mais donc il y a eu peut-être cette défiance, et puis je pense que les communautés ont envie de... Elle voit le LoRaWAN comme une technologie aussi qui est très adaptative et qui permet aussi une grande réversibilité. C'est-à-dire que si j'ai mes gateways, je sais qu'elles vont durer 10-15 ans, mais je pourrais, si je ne suis pas content de Netmore, je pourrais passer à autre chose. Si je ne suis pas content d'un autre opérateur, je pourrais passer à Netmore, etc. Donc ça permet en fait cette réversibilité, et puis aussi la maîtrise de leurs équipements. Et vas-y, Rémi. Oui, pour ajouter là-dessus, effectivement, je pense qu'il y a une conjugaison de différentes choses. Pour avoir entendu les collectivités à travers la fédération et la FNCCR, il y a une volonté de souveraineté, et ça touche non seulement la donnée, donc des choix de data centers locaux de plus en plus en France, et la souveraineté en termes d'indépendance sur le réseau de connectivité qui va être utilisé et qui va être contrôlé. Il y a aussi, je pense, l'effet Covid, qui a fait que beaucoup de choses ont changé dans l'état d'esprit et dans la prise de décision. On veut plus de résilience, on veut plus de choses faites et décidées localement et construites localement. Donc data center plus souveraineté et facilité avec la technologie de la réversibilité, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va avoir des phénomènes dans les deux sens. Des réseaux aujourd'hui opérés par des collectivités qui vont basculer vers un réseau opéré public, Orange ou Netmore, et vice-versa. Et même des intégrateurs, ils vont privilégier aussi des intégrateurs locaux ou des installateurs locaux. Donc tout sera, je sais pas, locavore, je sais pas comment on peut dire, mais on va vraiment... Je vois ça dans un département qui met systématiquement en avant les entreprises de son département pour voilà. Et donc ça
c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire de se dire on veut être très local, on veut privilégier aussi la communauté par rapport au reste de par rapport au reste de la France. Oui. Vous disiez que donc vous proposez des SLA. Comment vous arrivez à proposer des SLA sur de la fréquence libre ? Alors, ça dépend ce qu'on appelle les SLA, effectivement. Enfin, un niveau de qualité de service, c'est en général, alors si je parle des marchés en particulier, c'est un pourcentage de couverture et un niveau de lecture par périodique. Voilà. Donc ça, ce sont des SLA alors non seulement qu'on énonce, mais sur lesquels on s'engage contractuellement aussi. Voilà. Et c'est ce que nous demandent effectivement les opérateurs privés de gestion du cycle de l'eau et autres. Donc ce sont ces SLA dont on parle. Souvent des... En général, c'est 95% de lecture d'un compteur en une journée, 97% en une semaine et 99% sur un mois. Quelque chose comme ça. Enfin, j'ai deux têtes. C'est à peu près... Donc oui, ce sont des statistiques, mais on est capable avec nos modèles de déploiement, on est capable de garantir ces taux de couverture et ces taux de lecture. Voilà. Et on est capable aussi de les mesurer, bien entendu. Ça, c'est... Merci beaucoup. Merci Arnaud pour Avec plaisir. cette Merci beaucoup, dernière Maurice. intervention. Merci.